The return of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Here we go. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport en France, votre rendez-vous basket hebdomadaire, vous en avez l'habitude, en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi à partager et à discuter sur ce réseau social, et puis on essaiera bien sûr de vous répondre très vite, parce qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas encore les moyens techniques. On va surtout accueillir une belle équipe là pour parler de basket NBA ensemble, vous en connaissez déjà deux, et notamment un qui s'appelle Paul Rouget. Comment il va, Paul? Et ça va très bien, et toi? Bah écoute, très bien, je te vois bien vêtu là, pour une fois c'est pas mal. Ah, pour une fois, très bien, je le note. Allez, un fan des Bulls aussi est là. Ouais, t'as vu que j'ai Faut que tu revu. choisisses, hein, parce que la semaine dernière c'était Miami. Non, mais l'année dernière, j'étais un peu frustré. Là, vu qu'on va parler, je spoil un peu, Vas-y, je spoil un peu spoil, l'émission. parce que spoiler. Je spoil un peu Ok. l'émission. Donc, vu qu'on va parler un peu des années passées, il faut rappeler au public quand même que les années 90 ont été dominées par les Bulls. Hein. Ok. C'est vrai, c'est moins le cas là. Hein. Oui, bah, on va parler des années 90. Ok. Arrête de faire du mal. Bon, on va surtout accueillir notre invité hype de la semaine. Il s'appelle Sacha Alix, il est commentateur, streamer pour RMC Sport. Comment tu vas? Ça va super bien, merci de m'accueillir. Beau plateau, beau sujet, j'ai déjà hâte que ça démarre et bah, je salue tout le monde dans le chat Twitch. Ça fait plaisir de voir une émission qui passe sur TV, sur Twitch, je trouve ça très très cool. On est content de t'avoir, on sait que Twitch ça te hype aussi beaucoup, hein. Ça fait partie de ton calendrier hebdomadaire. On en parlera bien sûr en fin d'émission, on va te présenter un peu. Gros fan de Touquet, gros joueur aussi, et puis il y a une actu bien sûr qui a concerné l'équipe de France e-sport, qui est vice-championne du monde, on peut le dire. On va présenter déjà le programme de cette émission, on va avoir 4 grosses rubriques, on va parler de Wemby, parce que ça fait déjà un mois que c'est un joueur NBA, est-ce qu'il répond aux attentes, est-ce qu'il est toujours hype pour nous en France et aux États-Unis? On va se poser la question aussi de son utilisation. On va parler de Jordan Poole, le transfert des Warriors du côté de Washington, est-ce que ça se passe bien pour lui? Est-ce qu'il a une chance d'être le leader de cette équipe? Ça c'est une grosse question. La NBA, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on apprécie vraiment le greatness, comme on peut dire, de LeBron James et de Steph Curry versus Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar et autres, Magic Johnson, Jordan également, on n'oublie pas les Bulls. Donc on va discuter un petit peu de tout ça dans une discussion ouverte. Orlando est pas très mal à l'Est. On a fait la conférence Ouest la semaine dernière et Orlando là est très très haut. C'était pas forcément attendu, même si on en avait un peu parlé ici. Ouais, tout à On va essayer d'analyser les raisons de cette réussite et est-ce que ça peut continuer. Voilà pour le programme, c'est posé, sans transition. On va tout de suite faire ce qu'on appelle nous notre fausse ouverture, discuter de Wemby. On le fait chaque semaine, on va donner la main peut-être déjà à notre invité hype Sacha. Premier de la draft, Wemby, donc un joueur des Spurs qui performe peut-être de temps en temps individuellement, mais dans un bilan collectif qui n'est pas fameux pour le moment. Quel est ton regard déjà sur les performances de Victor? Et est-ce que tu en es satisfait? Est-ce que tu en attendais peut-être pas un peu plus? En fait, il y a deux visions. Je pense que quand on regarde la ligne de stats pleine, on peut se dire que c'est assez satisfaisant parce qu'il reste dans le top des rookies et c'est là où il doit être. Mais quand on regarde le fond, les pourcentages au tir, je pense qu'on peut être un petit peu frustré. Et forcément, on va se poser des questions sur son utilisation. Quand on voit quelqu'un d'aussi grand, d'aussi long être si souvent loin du panier, bah, tu as envie de te dire qu'il faut peut-être aller chercher la facilité et se rapprocher un petit peu. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui réagissaient sur les réseaux sociaux en se demandant mais est-ce que les Spurs c'était finalement la bonne destination, la destination idéale pour Wembanyama? Parce qu'on le sait que c'est un cadre qui est très fondamental, très basket, peut-être un petit peu à l'ancienne, c'est une question que je me pose. Mais peut-être que dans une équipe un peu plus à l'américaine, je dirais, on va te donner beaucoup de responsabilités, beaucoup de ballons d'entrée parce qu'on n'a que toi pour jouer finalement. Bah, là, il aurait pu faire des stats peut-être beaucoup plus élevé. Maintenant, voilà, moi, ça reste une première année d'un joueur, donc je trouve que ça reste particulièrement impactant. Premier mois même d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, tirer des conclusions après moi, c'est toujours Après moi, c'est ça que c'est un peu la période dans laquelle la NBA peut ressembler à tout et à rien. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses. La hype, elle est encore là. C'est encore quelqu'un qu'on a envie de voir. Je pense que tout le monde a envie de voir match après match, même s'ils perdent à chaque fois, ce qui va se passer avec ce mec-là sur le terrain. Et faut laisser le temps au temps. Moi, j'exclus pas la possibilité que les Spurs
essaient de chercher un trade là en ce moment pour trouver peut-être un peu plus de consistance et de cohérence dans leur jeu, parce qu'il y a vraiment des phases qui sont assez discutables, je pense. Mais sinon, moi, je suis content. Il est jeune et tout, j'ai pas envie d'être méchant. Il est jeune, un mois de NBA. Je vais lancer Rudy sur peut-être le pourcentage au tir de Wemby, de mettre 21, 22, 23, voire 24. On ne sait pas trop, 43% au tir. Ouais, 43% au tir, 26% à 3 points. Enfin, moi, c'est ce qui me dérange chez Wemby. Si on regarde même son dernier match où il fait une belle performance quand même, sa ligne de stats à 22 points, 11 rebonds, il fait 6 contre, 6 interceptions, 4 contre. Donc défensivement, c'est super. Offensivement, 7 sur 17. Finalement, à 2 points, il est sur un 5-12, mais il fait 2 alley-oop, une claquette, dunk. Finalement, il est à 2 sur 9 au shoot à mi-distance. Et c'est ça où le bas blesse, c'est que je trouve qu'on ne le met pas dans les meilleures conditions pour ses tirs. Il y a une sélection de shoots, je trouve, qui est parfois un peu forcée. Ouais. Et c'est là où je pense il y a une grosse marge de progression. Et après, comme je rejoins aussi Sacha sur l'analyse collective, c'est que même moi, quand tu dis que justement il est dans une école normalement de basket, là on le voit pas. Moi, c'est ce qui me gêne. C'est l'école qu'on voit pas ou c'est Wemby qu'on voit pas dans l'école? Non, c'est l'école qu'on voit pas parce que justement, aujourd'hui, dire quel est le système de jeu, enfin le style de jeu des Spurs, moi je le vois pas. C'est un peu tout le monde prend le ballon, faites ce que vous avez à faire. Et justement, c'est ce qui me gêne un peu avec Popovic parce que on ne sait pas vraiment dans quelle direction il veut aller. Et moi, je pense que c'est une manière de maquiller un peu du tanking dès le début de saison. Le mot est lâché. Je m'y attendais pas à celle-ci, quand même. Non. Je fais toujours des petites surprises. Bon, écoute, tanking ou pas, peut-être une question qu'on peut ça y ressemble. Développer ici. Paul, tanking ou pas, mais surtout Popovic, est-ce qu'il a vraiment en main le joyau et est-ce qu'il est en mesure de le développer comme on attendrait qu'il le fasse? Déjà, Popovic a dit qu'il ne le coachait pas. Donc là, il le laisse un peu faire ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il laisse un peu faire tous les joueurs ce qu'ils veulent. C'est là que le bas blesse. Ouais. Donc, mais malgré tout ça, on peut voir son impact. Donc, Rudy a parlé des stats, les stats qu'il a fait contre Denver. Enfin, ça le met quand même dans la catégorie des Robert Parrish, Harden, Hakeem Olajuwon. C'est quand même pas n'importe qui. Donc rien que pour ça déjà. Surtout Harden. Et puis on parlait effectivement de son impact défensif. Là, il est 3e meilleur contreur avec 2,6 contres par match. Il a 0,2 contre des deux premiers qui sont Davis et Kessler, je crois. Ouais. Donc il peut clairement finir meilleur contreur de la saison. Il sera dans la discussion pour les meilleurs défenseurs, mais effectivement, c'est offensivement qu'on va plus l'attendre, même s'il est quasiment à 20 points de moyenne, je crois. Il a 19-2. Ouais. Voilà. Donc offensivement. Sur Popovic, est-ce que ces relatives difficultés, on va bien dire encore une fois, relatives avec un grand R, difficultés, sont liées au fait que pour l'instant on observe le joueur ou le fait qu'il ait du mal peut-être à s'associer avec les joueurs qui l'entourent, parce qu'on peut aussi parler de Jérémy Sohan, de Trey Jones, tous ceux qui sont en mesure de lui donner le ballon, quoi, finalement. Où est-ce qu'on peut améliorer justement l'utilisation de Wemby? C'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de choses faciles, j'ai l'impression, dans le jeu des Spurs, parce qu'on se cherche sur chaque possession. Et comme tu le disais, les mots de Popovic, c'est que c'est le crash test permanent, en fait. On va voir ce qui ne marche pas, mais est-ce qu'on va trouver quelque chose qui marche? En vrai, je sais vraiment pas trop comment répondre à cette question-là, parce que c'est pas évident. En fait, sa sélection de tir, je la trouve pas si horrible. Tu vois, je trouve qu'il n'a pas l'attitude du mec qui arrose à contre-temps du jeu, tu vois, à contre-jeu. Par contre, il manque de facilité, il cherche des difficultés pour rien. C'est-à-dire que, comme tu disais un petit peu en off, beaucoup de fade-away, de choses comme ça. Quand je regarde Chet Holmgren, quand t'es plus grand que tout le monde, de feinte, les mecs, ils vont sauter. Et quand ils sautent, c'est terminé. Et je vois pas, en fait, cette simplicité, cette intelligence dans la manière de marquer des paniers encore. On voit les facilités à bien sûr être au-dessus de tout le monde, à avoir un beau geste, à claquer des alley-oops, etc. Mais je vois pas l'intelligence offensive que les Jokic, etc., alors doucement, hein, mais que les Jokic, dont les Jokic, les Holmgren font preuve pour en fait se rendre la vie facile en attaque et qu'après ça fluidifie tout en fait. Après, il est peut-être en train de se chercher, de trouver ses qualités en NBA. Il les connaissait bien sûr en France. Peut-être que c'est différent, le rythme bien sûr, l'impact physique, il y a beaucoup de choses qui impactent quand même les développements de Wemby. Oui, bien sûr. Après, physiquement, d'abord on voit que physiquement il a un peu de mal aussi. Il n'est pas constant sur tout le match, mais je reviens encore sur la sélection de tir. Sur son pourcentage à 3 points, 26% à 3 points. Donc c'est pas bon du tout. Mais
encore, il fait un 2 sur 5 sur son dernier match, on revient sur les Nuggets, 2 sur 5, c'est un peu plus de 40% au shoot, donc c'est pas trop mal. Mais sur les 2 qu'il met, il en met un à 1 mètre de la ligne. Donc est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher encore ce shoot, style à la Lillard, à la Steph Curry, quand c'est pas ta spécialité donc encore tu es dans le risque, la sélection de shoot, encore c'est pas la bonne. Après, souvenons-nous, on va rétropédaler un peu, mais des débuts de Dirk Nowitzki aussi, qui n'était pas le même joueur, mais qui cherchait à rester lui-même et à trouver ses zones de confort, et puis ensuite insister pour développer ce qu'on a vu après. Peut-être qu'encore une fois, il est en train d'essayer de prendre la mesure du niveau et que dans quelques mois, dans quelques semaines, on va le voir déjà un peu plus efficace. Oui, il se cherche lui-même, mais aussi il se cherche avec ses partenaires. Et puis, est-ce que c'est l'idée du siècle de mettre Jérémy Sohan en meneur? Je ne suis pas sûr. On voit qu'avec Trey Jones, ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Donc, il dit qu'ils se parlent tous et tout, mais... Même Vassell. Même Vassell, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, comme disait Sacha, peut-être une possibilité de trade qui pourrait changer les choses. Mais on en revient au tanking, quoi. Est-ce qu'ils veulent vraiment... est-ce que cette saison, ils veulent jouer quelque chose ou pas? On n'a pas l'impression. Le fameux tanking, donc. Mais ça me fait mal, quand même. 3-17, le bilan collectif, Sacha. en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était pas déjà le cas au Mets, finalement? Est-ce qu'il avait déjà une identité de jeu, il avait des zones préférentielles? Moi, j'ai pas forcément cette certitude-là. Et je pense que le talent étant tellement hors norme, et il le disait que c'était une des qualités de sa formation, c'est qu'on n'avait pas voulu le mettre dans le moule du pivot, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que lui-même, il se dit, ma facilité, mes moves, signature, c'est ça? Est-ce qu'il a cette facilité-là où il se dit, non, en fait, tout est facile, je peux faire un petit peu de tout. Donc, au final, j'ai pas mon, comment on appelle ça? Go-to move. Go-to move, ouais. J'ai pas mon go-to move, j'ai pas mon spot préférentiel, j'ai pas mon jardin, j'ai pas le 0 de Bruce Bowen, tu vois, j'ai pas ce truc-là. Et du coup, c'est point d'interrogation surtout. Mais peut-être que, justement, s'il a tout, peut-être que ça prend plus de temps à développer aussi. Parce que quand même, on est en train d'essayer de se poser des questions sur un mec qui tourne à quasi 20 points de moyenne. Ouais. On va se calmer quand même. Ouais, mais peut-être que justement, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas parce il met plus de 20, il est à 20 points de moyenne que tout ce qu'il fait, c'est bien. Justement, pour la qualité de ce joueur, on parle d'un joueur qu'on annonce unique, qui va changer l'avenir de la NBA, enfin l'image, le jeu même. Donc lui, ok, l'année dernière avec les Mets, il pouvait montrer toute sa panoplie basket, faire des super skills, des highlights, c'était magnifique. Maintenant à NBA, je pense qu'il y a pas mal de monde autour de lui. Lui, il a toujours le défenseur le plus dur sur lui à chaque fois. Donc sa sélection de shoot est très importante. Donc finalement, là où tu es le plus rassuré, c'est là où tu dois justement sélectionner tes shoots et petit à petit, tu vas aller chercher plus loin et faire des highlights comme tu pouvais le faire la saison passée. Et donc c'est ça qui me chagrine un petit peu. Me chagrine un peu avec voilà. Message. Ça va être n'importe quoi ce soir. Dites-nous aussi sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec l'avis de Rudy, Sacha ou encore Paul sur Wemby. On rappelle un mois de NBA, donc on est un peu critique, mais on observe surtout aussi ce qu'on voit régulièrement. Et c'est déjà pas mal. On va transiter tout de suite, je vais y arriver, sur notre première rubrique de l'émission. C'est le d'accord, pas d'accord. Alors, on va faire une émission un petit peu old school, new school. Ça va être un peu le fil rouge de notre émission, parce qu'on a un débat aussi qui suit derrière sur la NBA, mieux avant, etc. Là, on va s'arrêter sur les propos d'un illustre ancien, champion NBA avec les Celtics, Kevin Garnett, qui parle d'un certain Jordan Poole, donc arrivé du côté des Wizards, avec cette ambition affirmée de devenir un peu le visage de la franchise. Ça se passe pas bien sur le plan collectif et individuel, on va en reparler, c'est peut-être aussi décevant. Je vous propose d'écouter Kevin Garnett à propos de Jordan Poole et ensuite on en débat ensemble. A champ, you ain't acting like you flexing champ shit, but you ain't bringing champ environment in here. Right. You learned this in Golden State, nigga? No, this what you brought from No, you ain't learned this. Bro, that's what I'm saying. You ain't learned Them niggas this. over there professionals, bro. He does not belong in the league. Nah, I don't want my son under no nigga like that. You see how he talking to teammates? Shut up, my nigga. This is my team. I got it. I don't think he respects his teammates, and I'm not sure he respects the coaching staff. He don't. I'm highly disappointed in him. But, yeah, it is what it is.
Bon, vous avez pu apprécier la sémantique de Kevin Garnett. C'est passé quand même dans le complet. Pas de souci. On vous représente Jordan Poole. On met un peu en contexte quand même. Ancien des Warriors, champion NBA avec les Warriors. Récemment, c'était en 2022. La saison d'après, c'est pas très bien pour Jordan Poole si on peut voir les statistiques. Donc, il reste un joueur des Warriors, mais il n'est pas très bon. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est-à-dire c'est des stats en playoff. Voilà, 13 matchs. 10 points, 34%, 25% à 3 points, 76 au lancer franc. On se souvient tous de la rixe avec Draymond Green, donc qui l'envoie du côté de Washington. Ça devient son équipe. Les stats de Washington, pareil, décevantes, 16-4, quasiment 30% à 3 points, 2,6 rebonds, et 3,3 passes. On s'attendait peut-être à plus. L'éclosion justement de Jordan Poole et une attitude un petit peu clivante sur le banc où il renvoie un peu ses coéquipiers et il s'impose un peu comme un leader de manière un peu suspecte. Voilà pourquoi la légende Kevin Garnett est venu parler un petit peu de Jordan Poole. Est-ce que vous êtes OK avec les propos de Kevin Garnett sur le fait qu'il n'est pas un champion, il n'a pas ramené la culture du champion à Washington, et surtout, est-ce que cette attitude peut être préjudiciable pour le présent en tant que leader et la future carrière de Jordan Poole à très haut niveau? Rudy. Sur les propos, je suis pas d'accord. Okay. Je vais encore faire l'avocat du diable, mais bon, après c'est un jeune joueur, et de lui demander d'être leader dans une équipe qui tank pareil dès le début, et ça c'est pareil, c'est visible. On lui propose rien en termes de jeu. Le coach Unseld Jr. ne propose rien en termes de basket à cette équipe. C'est une équipe très jeune. On peut voir que ce même coach ne développe pas particulièrement les jeunes joueurs justement qui ont été draftés au sein de cette équipe, comme les Advidja en 2020, Kisper en 2021, Johnny Davis en 2022. Tous ces joueurs-là, finalement, ils progressent très peu, voire on les oublie avec Johnny Davis, par exemple. Donc moi, ça m'inquiète un peu en voyant notre Bilal national, enfin, notre Bilal national. Donc voilà, on est là en train de jeter la pierre encore à Jordan Poole, mais moi, perso, j'arrive dans une équipe où on me dit direct Satan, qui était le leader de cette équipe, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Et si on reste sur sa ligne de stats, la ligne de stats par rapport à la saison dernière aux Warriors, où il est à 20 points, 43% au shoot, 33% à 3 points, là, il est à 17 points, 40% au shoot, 30% à 3 points. Donc, c'est pas sur ses stats que ça gêne, c'est sur son attitude, son body language. Et je pense que c'est sûr que c'est pas motivant d'avoir un coach comme ça ou une équipe comme ça. Et ouais, bon, après, c'est peut-être son manque de professionnalisme. Paul, mais c'est trop. Je vais écouter Paul. Il y a plein de choses à dire. T'as raison, il faut m'écouter, c'est important. Donc oui, il dit beaucoup de choses vraies, encore une fois, hein, Rudy, comme souvent. Merci de le reconnaître. Alors, on dit qu'il est jeune, il a 24 ans, il y a quand même 5 saisons en NBA derrière, donc on parle d'immaturité et tout, mais au bout de 5 saisons, ça commence vraiment à être problématique. Donc effectivement, c'est beaucoup son attitude qui est remise en cause. On parlait de la séquence sur le banc, ça, c'est juste scandaleux la manière dont il parle à ses coéquipiers, et finalement, il n'y en a rien. Pas le coach. Voilà, il n'y a rien à faire de ce que peut dire le coach. Donc, et puis, il y a aussi ce qu'il fait sur le parquet, parce qu'il y a certains matchs, en fait, on peut faire un Shaqtin' a Fool juste avec ses actions, quoi. Enfin, des fois, c'est complètement ridicule. Donc, après, est-ce qu'il a sa place en NBA? Là, je trouve que KG, qu'on aime beaucoup, est un peu trop dur sur le coup. Parce que là, on sent que c'est le cœur qui parle. Il a sa place en NBA, mais il faut clairement qu'il change. Et les Wizards ne sont pas son équipe. Les Wizards sont actuellement l'équipe de Kyle Kuzma. C'est évident. C'est une évidence, oui. Qui a été bien formé, d'ailleurs, comme tu le soulignais. Tout à fait. Sacha, sur les propos de KG et surtout sur l'attitude de Poole, qui pourrait peut-être le remettre en question déjà au sein de sa franchise et peut-être en NBA plus tard. Alors moi, il y a un paramètre que je prends en compte, Ouais. c'est le fait que Jordan Poole a autant de titres que Garnett et Pierce. Et que je pense que ça leur fout le seum un petit peu. C'est vrai. Je pense qu'en termes d'objectivité, on n'a pas les meilleurs clients avec les deux qui sont là, qui sont assez fréquemment en train de tirer sur la jeunesse. Jordan Poole, c'est juste un mec qui est champion trop jeune et à qui on confie les rênes d'un truc qui ne sait pas du tout piloter. Hein. Je me demande même s'il ne s'inspire pas de Draymond Green dans sa manière d'être un leader parfois là-dessus. Concrètement, je pense la question, c'est pas est-ce qu'il a sa place en NBA, c'est est-ce qu'il a le bon rôle dans cette équipe des Wizards. Après, il y a un truc dont on ne parle pas, c'est aussi, entre guillemets, la responsabilité des Wizards. Je ne veux pas trouver l'excuse aux joueurs,
Mais les Wizards, depuis plusieurs années, c'est pas une franchise qui fait rêver, c'est pas une franchise qui a de grosses réussites, c'est une franchise même qui a des désaveux graves, je trouve, avec Westbrook, avec Bill, avec Rui Hachimura, qui était quand même censé être un mec ultra important dans leur recrutement. On ne sait pas du tout où ils vont, et je pense que c'est symptomatique de ça, parce que là, on retrouve le phénomène de « j'ai été champion », ça fait quelques années que je suis en NBA, je fais ma crise d'adolescence. Kyrie Irving avait eu un petit peu la même chose en quittant Cleveland, en allant vers Boston, alors qu'il disait des trucs, etc. Je pense que c'est une phase par laquelle il est en train de passer. Ça ne te définit pas pour toi? Je suis pas sûr de ça parce que il me fait penser à Lamelo Ball au lycée, comment il joue. Un mec n'a rien à faire de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est pas... grave n'est pas le mot, mais est-ce que ça pose pas problème quand on a un contrat aussi lourd que le sien? Je crois qu'il a 140 millions. Ouais, 30 millions par saison. Ouais. 30 millions par saison. Ça fait pas pro, mais c'est quand même quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui a aidé pour amener un titre. Je pense qu'il faut pas oublier ça. Maintenant, est-ce que maintenant il se dit que c'est déjà fait? Voilà, j'ai été champion, je me retrouve à Washington. C'est ce qu'il a dit. On n'a pas la déclat, mais il a dit moi, mon héritage est fait, j'ai mon contrat, j'ai mon titre. Bah voilà, peut-être c'est quelqu'un qui se voyait pas faire une grande carrière, qui est pas peut-être un grand passionné de NBA. Alors après, si c'est pour se foutre de... Je pense qu'il y a des gens qui veulent se battre pour être à sa place. C'est vrai que c'est pas leur rendre un grand hommage de faire n'importe quoi sur le terrain, de regarder Porzingis. Mais du coup, est-ce que cette attitude, Sacha, le met pas un peu en porte-à-faux vis-à-vis d'un projet qui a du mal à se construire, mais aussi de son attitude sur le fait qu'on puisse compter sur lui ou pas comme en étant un leader d'équipe? Si on n'était pas Wizards, je te dirais qu'un grand coach et une grande franchise l'auraient envoyé en G-League pour reprendre une petite dose d'humilité dans la tronche. Ouais. Je pense que les Wizards, c'est tellement un marasme, même avec un staff qui est jeune, tout ce qui se passe Ils ont changé pourtant. au office, tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a une question de timing et qu'il n'y a rien qui est aligné en fait en ce moment à Washington, et il en fait partie, et c'est en fait c'est la tête de vitrine de ces problèmes-là en fait, on voit que lui, c'est lui qui représente et qui incarne tout ça. Ouais, Sylvain, tu parles de projet, mais je vois pas où est le projet à Washington. Il n'y a pas de projet à Washington. Le projet, c'est de tanker, c'est d'essayer de prendre des tours de draft. Quand tu essayes d'attirer un champion NBA comme tu l'as fait, tu peux peut-être te dire que là, je vais poser une pierre et construire autour d'un talent et amener des pièces autour. C'était ça l'idée. Je suis pas sûr qu'il a été. Je suis pas GM des Wizards. Je suis pas sûr qu'il a été attiré. Je pense pas que c'était l'objectif des Wizards au départ. Je pense que c'est plus une volonté des Warriors de récupérer un Chris Paul dans leur 1 et inclure Jordan Poole dans le lot. Et Washington, c'est un jeune joueur qui rentre dans le cadre de leur, on va dire, de leur projet. Enfin, parce que je pense donc il y a un projet alors. C'est pas un projet, mais c'est pas sur cette année finalement, puisque les gars ils tentent. Non, mais j'ai bien compris. Déjà. Donc en fait, je pense que c'est ça. Ils se retrouvent dans cette équipe-là avec un rôle important qui, je pense qu'au départ, c'était pas spécialement son désir. Et voilà, il y aura dans une équipe qui tank où il n'y a pas vraiment de choses. Donc, soyons un peu strict. On va tenter de l'être. Quand tu signes un contrat et que tu as la chance d'être en NBA. Oui, tu dois être exemplaire, c'est sûr. Je comprends Kevin Garnett quand il dit que son fils, il veut pas qu'il prenne exemple sur Jordan Poole. Tout à fait, moi non plus. D'ailleurs, c'est juste après la signature de cet énorme contrat de 130 millions de dollars qu'il a commencé à décroître, finalement. Est-ce que ça allait? On dit qu'il a touché le bag, comme on dit là-bas. Donc, est-ce que c'est à partir de là, il s'est dit, bon, maintenant, je suis tranquille, finalement, j'ai 4 ans au moins à 30 millions par an. Il aime pas se faire violence, ce garçon, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, pour le moment, effectivement, c'est peut-être encore un jeune joueur qui doit encore trouver sa place et gagner en maturité. Est-ce que sa place, c'est pas le J.R. Smith de notre époque? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est pas un shooter de série qui peut mettre le feu à un match, mais qui n'a absolument pas de leadership, qui peut faire des dingueries sur le terrain à un moment, mais qu'il faut cadrer, lui donner un rôle avec un minimum de risque en lui disant non, ça c'est pas toi, c'est peut-être Kuzma, c'est peut-être Koulibaly qui est peut-être le projet en fait qu'on essaie de développer. Mais il me donne cette sensation-là du J.R. Smith. Très fort sur les débuts, il y a peut-être un potentiel. Un peu de perdition parce que forcément, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Ouais. Et après, on devient ce joueur de rôle qui peut être très utile et magnifique en play-off, mais puis qui a aussi ce côté sombre où parfois on a l'impression qu'il est à côté de la plaque totale. Un mot sur Bilal et on en terminera, on avancera dans l'émission, mais sur ce que tu as vu, jeune joueur encore qui n'était pas du tout attendu à ce niveau et qui performe déjà. Puis énorme potentiel défensif pour le coup, et je pense qu'il peut le faire sur beaucoup de personnes qui vont se présenter à lui en NBA, et c'est un profil qui n'est pas forcément très courant. Ce que fait Bilal, c'est de la justesse, il force pas. Les qualités athlétiques sont assez monstrueuses et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Européen avec des qualités athlétiques aussi développées, mais il n'y a pas de superflu, je trouve. Alors, on ne sent pas qu'il y ait une gestion forcément propre à lui, c'est peut-être ce qui est dommage aussi pour le développer parce qu'il y a du talent.
Mais moi, je suis très content. On pourrait plus en parler parce que je vois pas trop de côté négatif dans ce qu'il fait dans une équipe où c'est compliqué en plus. On en a parlé beaucoup la semaine dernière, et notamment de sa progression offensive, hein, parce que notamment à 3 points, c'est impressionnant. C'est très ce qu'il fait consistant, sur ce ouais. début Et de puis, saison. joueur efficace, on parlait de la sélection de Wemby, c'est vrai que l'efficacité de Bilal, quand même, surprend à son jeune âge. On va suivre, bien sûr, l'évolution de Bilal dans Hype, et on en rediscutera, bien sûr, très vite. Là, on va ouvrir le débat de notre semaine Hype. La NBA, est-ce que c'était mieux avant, messieurs? C'est un peu l'angle de notre discussion. Il y a pas mal de discussions justement avec d'anciens joueurs qui reviennent un peu sur leurs années de joueurs en disant que c'était mieux, et plus de castagne, plus d'adversité. On jouait pour gagner et pas forcément pour signer des contrats. La NBA aussi est reine pour mettre en avant ses légendes, que ce soit Bill Russell, Magic Johnson, Kobe Bryant, et j'en passe, Michael Jordan. Et peut-être qu'on est, nous tous, en tout cas pour les plus anciens, capables un petit peu, en tout cas orientés vers la NBA d'il y a quelques années, et un peu moins sur l'actualité, et les jeunes également. On va se poser aussi cette question de savoir où placer la génération LeBron, Steph Curry, Kevin Durant aussi dans la légende de la NBA versus un petit peu les anciens. Époques différentes, discussion un peu compliquée à faire, mais on va essayer de la faire ensemble. On va surtout d'abord écouter encore une fois Kevin Garnett sur le propos, et puis ensuite on en débat. The problem I think with today is that we are so hung up on the yesteryear of the culture and the history that built the league that, bro, we're missing out on greatness right in front of us. LeBron James is 38 motherfucking years old doing something we ain't never seen. We got a whole 7'6" Frenchman in the goddamn league. He's a rookie looking like he's a 2-3-year-old player, looking like he's a guard. He nutmegged the guard. Man, bro. Listen, Wilt Chamberlain is rolling over his grave right now. If we told him a 6'10" power forward was playing center and jumps this high is the best. Bro, we got to get off it, bro. Bro, we got to get off this. You know why, Steve? I say this, bro, and I say this. And I say this to the world. I'm glad we on here. Sure. Well, we got to get over this. Michael Jordan, Magic, they are the past. We got to embrace this new-ish. Bro, we ain't never seen Steph Curry. We ain't never seen nothing like Steph Curry. We ain't never seen it. Shoot some Mars, bro. We keep talking about Jerry West. Shout that Jerry West was a super goon, did great things for the league. But yeah, we're in a new time, bro. Jerry West ain't never seen this type of range. La franchise, encore une fois, de Kevin Garnett et la sémantique de Kevin Garnett, au moins c'est direct, on sait de quoi il parle et surtout son opinion, sa prise de position. Sacha, la NBA d'avant, la NBA de maintenant, les performances de LeBron à 38 ans, est-ce que ça mérite vraiment encore plus que ce qui est fait dans l'environnement de la NBA, quoi? Moi, en vrai, alors même si la forme est très spécifique et que quitter son propre appartement lors d'une interview, je trouve ça très risible, je suis 100% d'accord avec lui. Okay. Alors, même à 3 milliards de pourcents. Je trouve qu'on passe à côté d'énormément de choses. Je trouve qu'on rend beaucoup trop hommage au passé et qu'on essaie de faire allégeance même au passé, d'essayer d'avoir la validation des anciens. Quand je vois la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire, qui est un débat qu'on peut avoir tous les ans, etc., sans Tony Parker. Il y a une mémoire sélective quand même. Et puis, ok, c'est des gens qui ont été là au début de la ligue, qui ont marqué. Il y a eu des joueurs exceptionnels. Hein. Quand tu vois des Larry Bird et tout, moi, ça me met d'accord, attention. Mais quand je vois des mecs qui jouaient le basket, où ça driblait comme ça, où ça shootait comme ça, je me dis, mais ces gars-là, je peux jamais les mettre dans les 75, même s'ils ont eu un impact. À ce moment-là, il y a des joueurs impactants, il y a des joueurs générationnels. Mais c'est pas, dans l'histoire du basket, c'est pas les plus grands, en fait. Le jeu n'a jamais été aussi technique et athlétique qu'aujourd'hui, ce qui fait que, on a des prototypes d'athlètes qui n'existaient pas avant en termes de vitesse, de hauteur, de gainage, même de puissance dans ce qu'ils développent. Mais maintenant, on voit que les mecs sont capables d'envoyer des step-backs dans toutes les positions. On n'a jamais eu des joueurs aussi complets qu'aujourd'hui. J'ai du mal avec les témoignages de « ouais, avant ça bastonnait, c'était trop bien ». Mais les mecs bastonnaient parce qu'ils avaient que ça à faire, parce que, entre guillemets, ils n'avaient pas le talent de faire autre chose. Donc moi, je suis 100% d'accord avec ça. Après, il y a les exceptions qui sont ces talents générationnels qui, selon moi, auraient pu évoluer dans n'importe quelle ère et dominer les Jordan, les Bird, etc. Des noms, s'il te plaît, Sacha. Jordan, Bird, Magic, je pense que Shaq également, c'est des joueurs n'importe quand, n'importe quel endroit, peu importe comment. N'importe quelle période, ils auraient été eux-mêmes. Ouais.
Ok. Je vois pas. Oui, clairement, oui. Ouais. C'est-à-dire que Bird, là, dans une ère où ça shoot à 3 points dans tous les sens, il faut avoir une vision de jeu, envoyer des extra passes. Je le vois très très bien s'épanouir. Jordan, dans sa capacité, dans un jeu très espacé, à prendre les espaces, à claquer des gros dunks, à être très très dur en défense dès la montée de balle sur des joueurs athlétiques, je le vois bien s'épanouir. Ouais, clairement. Paul, la NBA d'avant, la NBA de maintenant. Écoutez, j'ai envie de vous répondre oui et non. Oh, ok. Alors, Sacha a raison sur le côté, enfin, l'évolution athlétique. Enfin, je veux dire, ça, on peut l'observer. Enfin, et après, il y a quand même différentes périodes. Si on parle de Wilt Chamberlain qui jouait contre des plombiers, c'est quand même différent de l'époque. Bon, je grossis un peu le trait volontairement. Ouais. À l'époque des années 90. Où, alors, le côté physique, moi, ce que je reproche au jeu d'aujourd'hui, c'est le côté soft et le côté la moindre faute est sifflée. Alors, on n'a plus le droit de faire le hand-checking, c'est-à-dire de défendre avec la main. Ça, c'est depuis 97, je crois. On peut défendre en zone depuis 2001. Ouais. Donc le jeu a été révolutionné sur plein d'aspects. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a Curry qui a révolutionné le shoot, LeBron aussi. Mais moi, c'est ça qui me dérangeait un peu. C'est trop soft maintenant. C'est le côté, tu dunks sur un adversaire et tu n'as même pas le droit de le regarder, tu n'as pas le droit de te lever du banc et tout. C'est trop Est-ce que c'est aseptisé. facile? Est-ce que justement ce côté aseptisé et le jeu rendu entre guillemets facile, on dit bien encore une fois entre guillemets, Le jeu est pas facile, mais différent. différent permet pas justement peut-être de donner du crédit à ce qui est fait sur le terrain, c'est ça l'idée? Oui, et puis je trouve que c'est difficile de comparer. Et puis le jeu à l'époque était beaucoup plus intérieur. Maintenant, on s'écarte beaucoup plus, on shoot, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus rythmé. Ouais. C'est beaucoup. Enfin, il y a plus de vraies positions. Enfin, quand on voit un Victor, jamais on l'aurait imaginé un autre poste que pivot dans les années 90, par exemple. Donc il y a plein de choses qui font que ça a évolué en bien. Mais moi, pour le côté soft je trouve que cette évolution-là, je l'apprécie moyennement. Boum. Bon, Je vais être d'accord avec Paul. Encore une Paul, fois. c'est peut-être parce qu'on est un peu des anciens, mais oui, le jeu évolue aujourd'hui, mais comme dans tout sport, mais c'est aussi parce que les structures évoluent, les équipements évoluent, le coaching évolue, les analyses évoluent. Enfin, c'est des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, c'est des Formule 1. Oui, on peut parler des Jerry West, etc. Ils nous disaient des plombiers. Presque. Ouais. Ils n'avaient pas cet encadrement que ces joueurs ont aujourd'hui. Et en plus, on facilite le jeu. On est toujours dans l'offensive à chaque fois à outrance. Ouais. Donc c'est pour ça que justement, les fautes sont sifflées tout le temps. Les joueurs peuvent aller 10, 15 fois sur la ligne de lancer franc, ce qui n'était pas le cas avant. Jordan, il se faisait découper, il n'allait pas sur la ligne de lancer franc. Aujourd'hui, il y a plus d'espace. Le dernier match, là... donc est-ce que ça nivelle pas les performances des joueurs d'aujourd'hui un peu vers le bas? Bah, c'est pour ça que si c'est rendu un peu plus facile, encore une fois, entre guillemets. En tout cas, aujourd'hui, le jeu favorise les statistiques et donc d'être émerveillé face à des joueurs qui te mettent des dunks parce que tout est ouvert et parce que les joueurs ne peuvent plus intervenir, parce que les mecs vont mettre 30-40 points par match, mais il y a une ligne à 3 points, il y a des fautes cumulées. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est normal que les stats démontrent que le jeu est peut-être plus intéressant aujourd'hui, ou plus joli, plus spectaculaire. Mais pour moi, c'est pas le cas. Okay. Moi, à l'époque, voilà, Jordan était aussi spectaculaire qu'un LeBron James ou un AJ aujourd'hui ou autre. Olajuwon aussi était aussi impressionnant à l'époque avec ses moves, etc. qu'on peut trouver aujourd'hui avec des Chet Holmgren ou même Wemby qui va faire quelque chose de différent. Bah, voilà, aujourd'hui, il y a des joueurs d'aujourd'hui qui vont chercher Olajuwon pour leur apprendre à faire des skills et autres. Donc bon, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Sacha, continuons encore un peu. On a quelques minutes autour de cette comparaison un petit peu difficile. Tu mentionnais Bird, Jordan. Tu disais que c'était des joueurs qui auraient pu s'adapter à la NBA d'aujourd'hui. Ouais. Quelle grande star que on peut identifier, Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry, parmi ces trois-là, auraient pu s'adapter à la NBA des années 80-90? LeBron, je pense. Après, je pense que je vais définitivement avoir un ennemi en ta personne. Mais pour moi, LeBron, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il n'y a même pas de question à se poser, en fait. Donc je sais, je vais là, forcément, je vais me manger. On n'a pas 3 heures d'émission, Sacha. Je vais c'est ça le prendre une problème. flopée, je vais essayer d'aller très Alors là, vite. c'est sûr qu'on n'est pas du tout d'accord. Là, t'es devenu mon ennemi. Non, mais juste parce que c'est du basket, en fait. C'est que LeBron, c'est le basket. Ce qu'il fait, c'est le basket. Quand il décode toutes les équipes adverses, leur manie, qu'il connaît tout leur système sur plusieurs années, qu'il limite dit à des rookies « Je sais où tu vas aller, là, c'est là-bas ». Et
il a une emprise sur le jeu qui est juste phénoménale. Après, je suis admiratif, je suis pas très objectif, très clairement, mais Pas du tout. mais je le vois pas avoir une situation de difficulté dans un match de basket parce que il sait tout faire. Et c'est en attaque, c'est en défense, c'est pour les coéquipiers, c'est pour tout le monde. Donc LeBron, il aurait dominé n'importe quand. Et si ça avait été plus physique, il aurait blessé beaucoup de gens en attaquant, je pense. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, Sacha, c'est que malgré tout ce que tu mets en avant, LeBron, avec ses titres, donc 4 titres NBA au moment où on parle, a plus perdu de finale que de gagner. Donc avec tous ses atouts, il a plus perdu que gagné. Mais la Ça me pose concurrence est aucun plus rude problème. aussi. Ça pose pas de problème. Ça me pose aucun problème Ok. parce que Jordan n'a pas atteint les finales aussi souvent que LeBron. Jordan est déjà sorti avant les finales. Est-ce que LeBron est sorti souvent avant les finales ? Oui. Pas trop, à ma connaissance. Alors Jordan n'a pas connu de défaite en finale. S'il y va, il gagne. Déjà, voilà. Il n'a jamais connu de match 7. Apparemment, LeBron James, c'est celui qui marque le plus de points en match 7. Tu peux pas comparer à Jordan. Jordan n'a jamais connu un match 7, par exemple. Donc on est en train de comparer des joueurs qui déjà ne sont pas de la même époque. Tu disais justement qu'un mec comme Jordan pouvait jouer à l'époque de LeBron James. Bah, mettre Jordan dans un cadre, dans un encadrement comme LeBron a, avec une hygiène de vie, etc. c'est Jordan, Kobe il joue- Bryant. Jordan, C'est Kobe Bryant. non, pas du tout. Jordan, lui, il avait son cigare à la fin des matchs, dans les vestiaires. Ah, mais ça, c'est le problème de Jordan, mais pas celui de LeBron. Ok. hein. Non, mais c'est le problème de cette époque-là. C'est le problème de cette époque-là. Tu mets Jordan dans l'encadrement aujourd'hui où il n'y a pas de phrase, où l'hygiène de vie est hyper importante et en plus tu as le regard justement des réseaux sociaux, des médias, etc. Tu fais pas ça. Tu fais Je pense plus que ça. LeBron James, et on va avancer et conclure, c'est lui qui s'est imposé sa propre hygiène et il dépense des millions de dollars pour sa santé. Jordan, s'il avait voulu, il aurait fait la même chose et je pense que ça leur a permis peut-être de faire plus long dans sa carrière. C'est que mon avis. a fait Et on pas va mal pas avec de relancer retraite, puisqu'on n'avait pas prévu de parler de LeBron et de Jordan, mais bon, voilà. Avançons, on va parler des Orlando Magic puisqu'ils sont très très Magic et surtout très hype dans notre focus de la semaine. Bon, la dernière fois qu'on a vu les Magic aussi haut, je crois que c'était en 2009. Ça se passait plutôt bien. Il y avait Rafa Alston qui était dans cet effectif. Il y avait Mike Pietrus. Mike Pietrus, le français. Jason Williams. Exactement. Et puis surtout un Dwight Howard qui était régnant sur la NBA défensivement et puis offensivement. D'ailleurs, est-ce que l'équipe d'aujourd'hui, Sacha, peut imiter ces illustres anciens et peut-être arriver déjà à rester en haut de la conférence Est, parce que si on en parle, c'est qu'ils sont plutôt bien classés, ils sont deuxième au moment où on se parle. Est-ce que ça peut durer dans la saison? Et quelles sont pour toi les raisons de ce succès? On va déjà rester là-dessus. Alors, est-ce qu'ils peuvent dupliquer ce qu'a fait l'équipe de 2009? Clairement pas, parce qu'elle est allée en finale, donc je pense vraiment pas qu'ils iront en finale. Ouais. Par contre, je pense qu'ils peuvent très clairement s'insérer dans les équipes qui ne jouent pas le play-in. Pourquoi cette équipe, elle performe aujourd'hui? C'est en grande partie grâce à Jamal Mosley, qui est le coach, qui est l'ancien coordinateur défensif des Mavs, et qui a mis une très très grosse empreinte défensive sur cette équipe, avec des jeunes joueurs qui jouent dans un style décomplexé, très similaire au jeu universitaire. Et chacun arrive à apporter sa pierre à l'édifice. Je vais citer un grand homme qui s'appelle Fred Weiss, alors qui est grand en taille. Il est très très grand, on le connaît bien ici, on le salue d'ailleurs. Et qui disait la star de cette équipe, c'est l'équipe, c'est le collectif. Et je pense que voilà, les rôles sont bien définis, chacun sait ce qu'il a à faire. Ils ont aussi donné du temps à des joueurs à qui c'était pas forcément facile. Je pense à Jalen Suggs qui a fait une première saison difficile. Je pense surtout à Jonathan Isaac qui a multiplié les blessures, mais on a toujours cru en lui, on l'a toujours gardé. Et il y a une continuité. Et puis merci aux deux petits bâtons de dynamite que sont Franz Wagner et Paolo Banchero, qui sont les joueurs scoreurs de cette équipe. Mais on sent que c'est une équipe dans laquelle, voilà, ils sont jeunes, ils se battent, ils sont tous ensemble, il y a un très très bon esprit. Et je pense qu'en play-off, s'ils sont bien positionnés, ils peuvent passer un tour parce que les certitudes qu'ils vont avoir en défense, qui est capitale en play-off, ça peuvent les aider à voyager. Ça peut compenser à faire que c'est une équipe qui est milieu de la ligue en attaque, Okay. mais en défense, ça va être top qualité. Et quand tu as besoin de te rassurer en play-off, parce que mentalement, physiquement, voilà, c'est la défense qui fait la diff. Donc bravo à eux et j'espère vraiment qu'ils vont assumer les espoirs que je place en eux. Bon, on va suivre ça. Pour l'instant, ça marche très bien pour eux, Paul. Complètement d'accord. Les frères Wagner là, qui jouent ensemble, on a parlé de Maurice et de Franz. Champion du monde, enfin ça peut venir de partout. Et comme hier soir, par exemple, Banchero met que 6 points. Et donc Franz Wagner en met plus de 30. L'autre jour, c'était Cole Anthony. D'ailleurs, super dunk, imitation de LeBron James hier soir. Oui, on a vu effectivement cette image avec Dwayne Wade. Formidable. Iconique image. Allez voir ça sur les réseaux, c'est magnifique.
Et donc, oui, ils font plaisir à avoir joué. Ça leur fait plaisir de partager le ballon. Enfin, on voit que personne joue pour sa pomme et tout. C'est vraiment agréable. Et puis, c'est une équipe très jeune. Je crois qu'il y a un seul joueur de plus de 30 ans, l'illustre Joe Ingles. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une équipe jeune qui a faim, qui progresse, qui a un super banc. Un coach, comme tu le disais, Sacha, défensif. C'est leur identité. Et sky is the limit, j'ai envie de dire. Comme Playoff ou pas? Notorious Big. On aime bien encore une fois faire des conclusions hâtives, mais Au moins sur ce qu'on play-in. voit, au moins play-in. C'est ce qu'on avait dit en début de saison, hein, souvenez-vous. Pas toi, je ne crois pas. Oh. Come on. Voilà, Non, mais oui, redis, pardon. on l'avait dit en début de saison, on avait dit play-in, en tout cas Dans la avec discussion, quoi. avec l'avantage du terrain. Mais là, en voyant le début de saison, deuxième en conférence Ouest, voilà, on est quand même... C'est pas en sur-régime pour toi? Est-ce qu'ils sont pas un peu au-dessus de leur niveau? On est quand même à 18 matchs. 18 matchs, on est quasiment au quart de la saison. Hein. Donc voilà, on peut faire quand même un premier bilan. Donc nous qui attendions cette équipe-là en play-in avec éventuellement un avantage, moi je les vois en play-off aujourd'hui. Voilà, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. Je les vois en play-off. Attention, cette émission est enregistrée. Hein. Bien sûr. Ok. Moi j'ai vérifié l'émission passée des previews pour vérifier. Non, parce que monsieur change de veste toutes les semaines, donc bon, hein, on est habitué, c'est enregistré. Vas-y. Non, mais non, c'est une équipe qui, je pense, va maintenir quand même ce niveau. Défensivement, donc on peut parler de ce qu'on veut sur les époque 90, époque 2000, 2020. Aujourd'hui, on est tous unanimes. Si on veut gagner un titre, ça se base sur la défense. Et finalement, eux, 5e défense aujourd'hui de la NBA, mi-tableau donc au niveau offensif, ils sont 14e au niveau offensif. Donc ils ont toutes les billes, pour pouvoir justement faire une belle saison. Ils iront pas en finale, mais ils ont une superbe base, un deuxième 5 super aussi. Le dernier match, 65 points qui sort du banc, hein, avec un Cole Anthony rayonnant, un Joe Ingles qui emmène justement son expérience sur le deuxième 5, quand il y est. Pareil, sa culture du jeu, les passes, il fait des passes merveilleuses. Non, franchement, c'est un super groupe. Le coach, comme tu dis, Mosley, c'est très bien, il apporte justement cette culture de travail et tout ça, le don de soi. Et c'est une équipe qui répond. Touche à rien, alors, on les laisse, faut y aller. on les encadre pas, parce que ça parle un peu de transfert, de trade. En NBA, c'est souvent, mais un Zach LaVine, il y a des joueurs un peu d'expérience comme ça qui peuvent apporter régulièrement du scoring. On touche à rien. Ils n'ont pas besoin d'une star du calibre de LaVine, ce serait l'erreur justement. Ils ont besoin d'un mec qui est bon, qui va apporter peut-être le côté 3&D, un petit peu plus de scoring, ce qui peut leur faire défaut, mais qui aura aussi cette identité défensive. Tu n'es pas obligé d'aller taper aussi haut qu'un Zach LaVine. Hein. Je pense que les Buddy, une fois de ces profils qui sont... Ou un peu plus à la main peut-être, ouais, pour libérer parfois un banquero. C'est un rookie, mais bon, faut voir. Mais tout le monde a sa chance. Et là encore, on se dit, ils sont là alors qu'il y a des blessés. C'est la clé aussi d'Orlando, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des blessés, ils responsabilisent quelqu'un, le mec répond présent. Cole Anthony, c'est quand même le fils de quelqu'un d'emblématique. Greg Anthony. Voilà, et il accepte de sortir du banc, il est excellent en sortie de banc, mais... Vraiment, c'est les bons élèves. Ouais, ils écoutent, ils appliquent et ils font ça très très bien. Des joueurs qui acceptent leur rôle. Ouais, le groupe vit bien, comme on dit. Comme ici d'ailleurs. Exactement, voilà. On vit très bien. Et on vit tellement bien qu'on va discuter avec notre invité Hype de basket et de culture de jeux vidéo dans l'ITV décalé. Quelques minutes pour découvrir Sacha dans Hype. Si vous êtes habitué du stream, vous connaissez forcément Sacha Alix, qui est donc commentateur streamer pour RMC Sport et qui a la particularité d'être un grand fan de NBA, être très connaisseur. Vous l'avez entendu là pendant quasiment une heure avec nous. Sacha, moi j'aimerais qu'on balise un petit peu ton parcours, que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a amené à faire ce métier. On sait que la mouvance du stream aujourd'hui fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu croyais depuis son arrivée et comment ça s'illustre dans ton quotidien, quoi? Alors, c'est pas du tout quelque chose auquel je croyais ou que je rêvais, etc. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. La base, en fait, moi, c'est clairement les jeux vidéo. Hein. C'est ce qui est la base de Twitch, du streaming, c'est que ça vient du jeu vidéo. L'idée, c'était comment font les meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde pour faire des choses. Hop, je vous le diffuse, vous regardez. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Le mot-clé, c'est confinement. Tout simplement. Wow. Voilà, quand le confinement est arrivé, c'est là où, en fait, toute la planète sport s'est arrêtée.
Et en fait, moi, à cette époque, j'étais joueur compétitif d'NBA 2K. On était à l'époque d'NBA 2K20, du coup. Et plus de sport, plus d'NBA à la télé. Et donc, la seule alternative qu'on avait trouvée dans mon équipe e-sport, c'est qu'on avait répliqué la NBA sur Twitch avec un joueur par franchise, ils s'affrontent. Et c'est là, au moins, en fait, on m'a pris en tant que commentateur de ça. Et à partir de ça, ça a été de fil en aiguille. J'ai découvert d'autres sports, le MMA notamment. Et j'ai lancé des podcasts basket, des podcasts sur les paris sportifs. J'ai rejoint une équipe de podcasts sur les paris sportifs pour parler de basket, justement. Et j'ai toujours été très imprégné par la culture US. Donc, je me suis dirigé plutôt vers les sports US. Et aujourd'hui, je reste dans cette lignée-là. Et je ne pensais pas que je finirais comme ça. Mais une fois que j'y ai goûté... Pas fini encore. Non, mais une fois que j'y avais goûté, en fait, quand le confinement s'est terminé, je suis retourné à mon vrai travail qui était commercial en informatique et je dis mais non, oui, qu'est-ce que je fais là? C'est je fini. ne veux plus faire ça et donc j'ai essayé de me donner les moyens et de profiter de 2 ans de chômage. De me donner, de tenir un rythme, de dire je vais essayer de créer mon chemin en fait, je vais essayer de créer quelque chose, je vais streamer beaucoup, je vais parler beaucoup aussi, avec pas beaucoup de personnes au début, mais gros big up à Angelo Tsagarakis qui était un de mes premiers spectateurs parce que j'ai fait une rétro sur un Team USA contre la Grèce et après de contacts, etc. Et ça allait vite et je suis très heureux, j'espère que c'est pas fini. C'est pas fini. On t'écoute nous régulièrement et on pense qu'il y a un bel espoir, encore beaucoup de choses à faire. On parle un peu de la culture du jeu vidéo. Touquet, t'en as parlé, t'es proche de la marque. Je crois que t'es ambassadeur d'ailleurs pour eux, si je ne me trompe pas. Depuis quelques années, vous en avez l'habitude, le jeu vidéo accompagne aussi la culture des sports et notamment le basket, donc à travers NBA 2K. Comment tu évalues l'évolution de la culture du jeu quand on parle de NBA 2K? Est-ce que c'est le jeu emblématique qui réunit un peu les fans de basket ou est-ce que ça va même au-delà? Comment tu vois un peu l'évolution de ce support et du basket et du jeu vidéo, quoi? C'est très particulier. Alors, ça ne cesse de se développer, ça ne cesse d'aller vers le haut. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent ou qui regardent du NBA 2K. Mais maintenant, c'est créer les liens ensemble, en fait. Il y a beaucoup de personnes. Moi, typiquement, mon profil de base sur NBA 2K, c'était je fais du basket. Je rentre le soir, je vais jouer contre mes potes, on va se faire un match, je sais pas, Atlanta, Sacramento ou quoi. Pas des équipes qui font rêver, hein, surtout pas, sinon c'est pas drôle. Mais en fait, j'ai découvert l'environnement compétitif. Et en fait, c'est un monde qui est un peu caché, qui est pas facile à comprendre ou à découvrir. Mais c'est là où en fait, il y a les meilleurs joueurs du monde et tu vois des grosses compétitions et tu vois ce que toi, tu sais pas faire sur le jeu. Et tu as notamment ce mode où chacun prend un poste qui s'appelle le mode Pro-M et chacun mène un poste et chacun, en fait, c'est comme du vrai basket. Il faut trouver des systèmes, il faut trouver les mécanismes. Et ouais, cette scène, elle se développe et aujourd'hui, en fait, la France, si on prend le niveau sur le jeu, on est le 2e pays du monde. En fait, il y a Team USA devant nous. Et après, c'est la France. Allons-y, expliquons un petit peu à nos téléspectateurs, que ce soit sur les réseaux ou en télé, que l'e-sport se développe et que ça attire justement des joueurs, une organisation et des pays participent donc à des compétitions internationales. Et avait lieu donc le week-end dernier le championnat du monde de basket en e-sport, on va le dire comme ça, en Suède. C'était sur 2 jours et donc l'équipe de France y participait. Elle s'est donc classée 2e. Très belle performance d'ailleurs des Français. Tu as commenté d'ailleurs cet événement pour la Fédération française de basket. C'est ça, ouais. Je crois que tu étais avec un certain Lucas Nico. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton expérience et puis surtout la hype qui réside autour justement de l'équipe de France et de cette victoire, de cette 2e place au championnat du monde? Alors, l'expérience et les émotions, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une première mondiale. C'était la première Coupe du Monde d'NBA 2K qui existait depuis l'histoire d'NBA 2K et ils ont choisi un lieu emblématique qui est la Suède parce que c'est là où s'organisaient les plus grosses compétitions e-sport quand le e-sport était en train de naître, en fait. Donc, il y avait toute une symbolique là-dessus et c'était la première fois aussi qu'on dépassait les compétitions continentales. On avait fait un championnat d'Europe, l'équipe de France. On fait à chaque fois vice-champion d'Europe ou demi-finaliste. En gros, notre bête noire, c'est la Turquie, concrètement. Okay. Et là, on a débarqué à cette compétition qui s'appelle la IFIBA, donc en fait qui est générée par la Fédération internationale de basket directement. Et moi, j'ai intégré le dispositif qui est mis en place
par la Fédération française de basketball pour faire vivre l'événement, pour accompagner les joueurs, une vraie délégation, voilà, professionnaliser, démocratiser un petit peu ce qui se fait autour d'NBA 2K. Et donc on a commenté ça avec Lucas avec des émotions incroyables parce que, je vous le donne en mille, on tombe en demi-finale contre la Turquie. Et sauf que là, on réussit à les battre en fait pour la première fois dans l'histoire de l'équipe de France. Et là, c'était une explosion incroyable. Ouais. Et on sait qu'on va arriver en finale face à Team USA, donc la meilleure équipe du monde, parce que eux, en fait, ils jouent dans ce qui s'appelle la NBA 2K League. Je ne sais pas si vous connaissez. On ne connaît en fait, pas, mais on t'écoute, on découvre. En fait, en NBA, il y a une ligue annexe qui s'appelle la NBA 2K League, mais qui est rattachée à la NBA vraiment, qui est faite par l'éditeur du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des franchises, il y a Oui. forcément des Déjà, il y a le confrontations. Miami Heat Check Gaming, t'as le Lakers Gaming, t'as plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est là où il y a les pros de 2K ne jouent uniquement que là-bas. Et pour la plupart, ils sont tous américains. Et c'est un peu comme la NBA. On attend notre Tony Parker qui va venir être drafté. Parce Et justement, oui, est-ce qu'il y a des joueurs français qui peuvent être draftés par cette NBA 2K League? Eh ben là, il y a un gars qui s'appelle Warnox. Ouais. Son prénom, c'est Yacine. Je dirais pas toute son identité. On a quelques photos d'ailleurs des joueurs de On l'équipe de peut France. regarder, c'est celui qui s'est le plus distingué tout au long du tournoi. Alors, on a chacun un rôle dans le jeu, comme je vous l'ai dit précédemment, et lui, il a le rôle d'encre défensive. C'est ce qui s'appelle un lockdown dans le jeu. En fait, il est poste 3. Son rôle, c'est de défendre sur le meilleur joueur adverse. Sauf qu'en fait, c'est aussi le meilleur scoreur de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'en fait, il te cadenasse le meilleur joueur adverse et derrière, il se projette tellement vite en contre-attaque, il prend que des shoots en première intention, il rentre tout. Il a un mental et un leadership qui a emmené l'équipe, qui les a transcendés. Et tous les Américains ont pris une photo avec lui après en disant mais mec, faut que tu viennes jouer avec nous aux États-Unis. Et donc là, aujourd'hui, il y a un truc qui peut se passer. On va peut-être marquer le monde de l'e-sport et l'NBA 2K League avec un Français. En tout cas, je l'espère. Et c'est un message qui est beau parce que la FFBB s'est beaucoup impliquée. Et en fait, ces compétitions NBA 2K, elles ont battu un record d'audience aussi national ce week-end-là pour le match face à Team USA. Et je trouve que c'est dommage parce que, tu vois, si tu me poses plein de questions, c'est que c'est encore méconnu. Alors que tous ces gars qui jouent à NBA 2K, ils connaissent la NBA, ils connaissent le basket, mais les basketteurs ou les fans de basket ne connaissent pas ces gars-là d'NBA 2K. Et je trouve ça hyper dommage et j'aimerais trop que, tu vois, les clubs, Ça la se ligue, démocratise un petit peu, ouais. même les joueurs de basket, tu vois, je suis quasi sûr que la plupart des joueurs de basket français, ils ont le jeu chez eux. Et je pense qu'ils seraient hyper fiers de comprendre qu'il y a une équipe de France aussi avec des maillots, avec la Fédé et qui peuvent faire de grandes choses. Et ils ont juste besoin d'un petit peu de force, un peu de soutien, que ce soit des clubs, des personnalités. Mais vraiment, il y a un truc à faire parce qu'à partir du moment où on envoie un Français en NBA, en NBA 2K League, on connaît la suite de l'histoire pour nous avec la vraie NBA. C'est que le début et après, il y aura Wembanyama qui arrive. Et là, ça devient très très cool. Il faut souhaiter effectivement que la NBA 2K League, en tout cas l'équipe de France, trouve son Victor pour être justement l'ambassadeur, parce que c'est aussi un peu comme ça que ça se passe, hein, à travers les résultats individuels et collectifs. On envoie un message et ça se répand un petit peu sur la jeune génération. On va conclure avec une question autour de toi et de NBA 2K. Est-ce que tu es chaud du coup à NBA 2K? Alors, j'ai pu l'être. Ah. J'ai pu l'être. En fait, moi, je suis arrivé sur NBA 2K à la Jordan Pool. J'ai respecté personne. C'est que je suis arrivé, je me suis inscrit à des tournois et tu sais, tout le monde prenait. Alors, on était en 2020, donc c'était Philadelphie, les Bucks, les Lakers. Je suis arrivé, j'ai pris les Hawks. Oula, oui, effectivement. Et c'était à l'époque où à Brooklyn, tu avais aussi KD, etc. Sauf que quand moi j'arrive avec les Hawks, avec Trae Young, qui est, je crois, rookie ou sophomore, je commence à envoyer Brooklyn, après je renvoie Philly, les gars, je dis, mais c'est qui ce type? Et en fait, ça a été la première base comme ça. Donc ça, c'était en 2020, mais après, j'ai totalement décliné parce que je pense que j'étais meilleur commentateur. Mais c'était aussi pour moi... En fait, j'ai vu tout de suite ce qui allait pas trop dans la façon dont les compétitions étaient faites. C'est là où j'ai monté une association avec mes deux comparses et co-commentateurs qui s'appellent Max et Mehdi. Et on s'est dit, on va créer un championnat de France NBA 2K bien lisible, bien clair. 3 divisions, tu vois, l'élite, les pros, les espoirs, etc. Des montées, des descentes. Un truc qui soit très facile à comprendre pour qu'on puisse accueillir tous les fans de basket. Et c'est avec ce circuit-là qu'on a pu se faire repérer par la FFBB, etc. Mais aujourd'hui... Plus trop le temps de jouer, quoi. Non, mais quand je joue avec mes gars, je suis clairement le pire joueur de l'équipe parce que eux, ils sont hyper sérieux, ils veulent pas qu'on perde de bas. Moi, je m'en fous. Moi, j'envoie des fadeaway. Je suis là pour m'amuser. Tu fais du Wemby, alors, comme on n'aime pas trop voir en NBA. Après, quand ça rentre, je mets tout le monde d'accord. Par contre, ah ouais. Bon, la culture du jeu, voilà, on voulait en parler parce que ça fait partie aussi de la culture du basket et de l'NBA, même du basket mondial, incarné par tes propos et l'équipe de France qui s'est bien comportée. Donc, en Suède, le calendrier de l'équipe de France, est-ce qu'il y a d'autres échéances? Et puis, si des jeunes veulent justement peut-être intégrer des clubs, on fait comment?
Alors, pour l'équipe de France, il n'y aura pas d'autre échéance a priori sur cette année. On sera plutôt sur la rentrée 2024 ou donc à partir de septembre, quelque chose comme ça. Il y a un truc pour la FIBA. Ouais. Ou alors, grosse surprise et on tombe à un truc pendant les Jeux Olympiques et là, ce serait incroyable. Peut-être, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on rejoint des compétitions, des clubs, etc. On a un compte Twitter qui s'appelle All of Game, petit jeu de mots, pour la partie gaming. Donc c'est nous qui gérons le championnat de France NBA 2K, mais on organise beaucoup de compétitions, de tournois ponctuels. Vous venez, vous lâchez un follow, vous envoyez un DM, voilà comment ça se passe, quelle structure recherche des joueurs. On peut venir tout seul. Vous pouvez venir tout seul, vous pouvez constituer votre équipe, vous pouvez venir avec 5 personnes. Nous, on peut vous conseiller des structures, parce que c'est des structures e-sport qui sont très impliquées. Il y a quelques clubs de basket, SLUC Nancy, gros big up à vous, qui font un gros boulot. À un moment donné, on avait eu CSP. Moi, j'ai fait partie de l'époque CSP Gaming, en fait, j'étais pour Limoges. Okay. Il y a eu Nanterre, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous les feux sont au vert. Ça devient mondial. La France a une carte à jouer. S'il y a d'autres clubs qui veulent venir, venez. S'il y a des gens qui veulent venir jouer, venez. On vous accueille tous. Et même si c'est pas pour le plus haut niveau, le tournoi le plus high level, on peut toujours faire des tournois juste pour rigoler ou des trucs comme ça entre nous. Le but, c'est qu'on se rassemble autour d'un jeu que beaucoup de gens qui aiment le basket ont. C'est aussi simple que ça. La hype et l'émotion et la culture basket à travers Sacha, c'est toujours très intéressant. On était plus NBA Jam. Hein, nous, on était plus NBA Jam. Ouais. Autre époque. Sur Super Nintendo, un truc comme ça. Entre autres. Et on va te remercier, Sacha, d'avoir été Merci à hype vous. avec nous. Tu reviens quand tu veux. Hein. La lumière est là, au chaud, tranquille. C'est pas loin. C'est pas loin en plus. Ne dis pas ça, je vais venir à la machine à café demain. Ah bah tu viens, il n'y a pas de souci, ce sera gratuit et offert. On va remercier Rudy et Paul, toujours fidèles au poste, messieurs. Merci. Et allez, Jordan. Allez, ne relance pas tout de suite, on conclut. Il faudra pas que je revienne, Rudy. Bon, on va remercier la communauté Hype et toutes les équipes autour de Lucien Gérant qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.